L'impérialisme européen de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle provoque d'énormes tensions entre les grandes puissances qui cherchent dès lors à s'entourer d'alliés. C'est ainsi qu'en 1914 se font face la Triple Alliance, constituée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et la Triple Entente entre la France, le Royaume-Uni et la Russie. Au sud de l'Europe, une partie des Balkans relève de l'Empire ottoman depuis 600 ans. Au cœur, la Bosnie et l'Herzégovine annexée par l'Autriche-Hongrie en 1908. C'est là que tout a commencé, le 28 juin 1914. L'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg-Est, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et son épouse, la duchesse de Hohenberg, sont assassinés à Sarajevo par le nationaliste d'origine serbe, Gavrilo Princip, âgé de 19 ans. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne soutient l'Autriche. La Russie se solidarise avec la Serbie et la France prête main forte à la Russie. La Belgique neutre est envahie par l'Allemagne le 4 août à 7 heures, à la suite de quoi le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Durant la Wehrmacht, mouvement de troupes allemandes en Belgique, le journal L'Indépendance belge du 18 août annonce une victoire dans les 2 jours sur des sites empreints des symboles de grandes batailles, Waterloo, Malplaquet et Fleurus. La première armée allemande du général von Kluck et la deuxième commandée par le général von Bülow traversent notre pays d'est en ouest au nord de la Meuse. Les troisième et quatrième commandés respectivement par le général Van Hausen et par le duc de Wurtemberg s'avancent vers la Meuse dinantaise et les Ardennes belges. L'armée belge se repliera alors vers Anvers. Son dernier retranchement s'effectuera derrière l'Isère. Les troupes anglaises, sous le commandement du Field Marshal Sir French, auront pour mission de retenir le plus longtemps possible l'envahisseur au nord d'une ligne que constitue le canal Mons-Condé, dont l'extrémité forme le saillant de Mons. À partir du 12 août, les Britanniques enverront un corps expéditionnaire, le BEF, de plus de 119 000 hommes, qui arriveront principalement dans le port du Havre, mais aussi à Rouen et Boulogne. Ils seront acheminés à partir du 14 août par 345 trains vers leurs destinations respectives, entre Montbeuge et Le Cateau, où ils seront concentrés dès le 20 août. Au nord de la ligne de front, constituée par le canal de Mons à Condé, la présence de Uhlans est signalée dans l'après-midi du 22 août. On les a vus près de la gare de Boudour, à Autrage et à Tertre, où 2 civils ont déjà été tués. Le dimanche 23 août, par un matin pluvieux, des Saint-Guilénois endimanchés se rendent à l'église à l'appel des cloches. Il semble ignorer que les premiers soldats britanniques sont arrivés à Mons le 21 et que le samedi 22, ils s'installaient aux portes de la ville. Vers 8 heures, la compagnie A, dirigée par le capitaine Lister, traverse le canal vers la rue des Fuisseaux. La compagnie C s'installe aux abords des établissements de Meyer, face au pont-levis. La compagnie D se dirige vers l'est, au niveau du pont Bleu, sur la ligne de chemin de fer Saint-Guilain-Herbizeuil. La B reste en réserve au sud de la ville. La 120e batterie du major Holland se dirige vers sa position sur le chemin de Hallage, rive gauche du canal. À l'ouest, c'est le 2e bataillon des Keen Horse Scottish Border et les mitrailleuses du 2e bataillon des Keen Horse Yorkshire Light Infantry qui se déploient le long du canal jusqu'au pont des Herbières. À la gauche des Écossais, c'est le 1er Hesse Surrey qui s'est déployé le long du canal jusqu'au pont d'Autrage. Les mitrailleuses du 2e bataillon du duc de Wellington, Royal Riding, prennent position de part et d'autre du talus de chemin de fer de la ligne Saint-Guilain-Herbizeuil. Le capitaine Ozan à gauche, le sergent Smith à droite. De l'autre côté de la ligne d'eau, à environ 450 mètres, les Uhlans ont pris position. Le capitaine Walter Blum commande la compagnie B du 1er bataillon du 12e régiment de grenadiers. Attiré par les chevaux dans la cour d'une ferme voisine, il tombe nez à nez avec son premier Anglais, tout de kaki vêtu. Surpris, Blum tire mais rate sa cible.
et son revolver s'enraye. Après un second échange de tirs infructueux, l'Anglais s'enfuit, mais tombe sous les balles des soldats allemands qui avaient contourné la ferme. Vers 8h45, le capitaine Lister entend les premiers tirs vers le nord-est. La patrouille de reconnaissance du 5e cycliste du commandant-major Patterson et une des patrouilles de reconnaissance des hussards du 12e régiment de grenadiers, 2e Brandebourgeois, viennent de s'accrocher. Les échanges de coups de feu sont violents. Les hussards sont tombés dans une embuscade des cyclistes. 2 hussards du 3e Brandebourgeois, couverts de sang, regagnant l'arrière des lignes, crient que l'ennemi occupe la ligne du canal. L'un d'entre eux porte la selle de son cheval mort. Entre 10h et 11h30, nous sommes au cœur de la bataille. Le sous-lieutenant Gore commande le plus près de Tertre et est renforcé par le lieutenant Chitty qui est en réserve. Vers 11h30, Anderson de la compagnie A renforce le lieutenant Bell. Pendant ce temps, le 2e bataillon du 12e grenadier de Brandebourg arrive vers le canal. La compagnie A est obligée de battre en retraite. Anderson part vers le sud et est tué à proximité du mémorial du Royal West Kent. Le major Prager, qui commandait le bataillon de fusiliers du 12e grenadier, est tué à ce moment-là. Il s'agissait du plus haut gradé allemand tué dans le secteur. Le sous-lieutenant Chitty est blessé lors de ce combat. Il sera hébergé et soigné pendant quelques jours chez les sœurs dans la grande rue de Saint-Guilain, où il sera fait prisonnier un peu plus tard. Midi. Le 2e bataillon du 12e grenadier attaque le canal. D'abord les mitrailleuses et ensuite la compagnie A. Les 4 canons de la 120e batterie britannique furent contraintes au recul. Celle-ci, commandée par le major Holland, se retira le long du chemin de halage vers le terri situé entre la rue de l'Abbaye et la Haine. Une balle de fusil faucha le major Holland à son poste d'observation. Ces hommes l'enterrèrent sommairement au pied du mur de la Compagnie générale des produits chimiques. Aujourd'hui encore, une plaque en hommage au major Holland peut être honorée sur les colonnes du syndicat d'initiative de la ville de Saint-Guilain, l'ancien hôtel de ville. Les canons allemands viennent se positionner derrière le couvent de Tertre. Ils s'installent dans les prairies qui séparent Saint-Guilain et Tertre. 13h, la compagnie B prend position dans les maisons à hauteur de l'écluse numéro 3. 13h30. Pendant que les Allemands affrontent les soldats du Royal West Kent dans les prairies qui séparent Tertre et Saint-Guilain, le pont des Herbières est attaqué par 2 bataillons du 52e régiment d'infanterie, ce qui fait plus ou moins 1500 hommes. En face d'eux, les Scottish Border, les Surrey et les Suffolk, ce qui fait plus ou moins 1200 hommes. Vers 14h, la compagnie A renforce la compagnie D. Vers 14h30, la compagnie C du 2e Yorkshire renforce le 2e Scottish Border. Vers 15h, les forces britanniques repassent au sud en retraversant le canal. À Saint-Guilain, à ce moment-là, les mitrailleuses anglaises sont touchées et doivent se retirer. Ozanne, l'officier qui commandait la section mitrailleuse, est blessé. Entre 16h et 17h, les combats font rage sur une ligne de front de plus ou moins 15 km située le long du canal. Vers 18h, le pont des Herbières doit sauter alors que les forces britanniques reculent à l'écluse numéro 4 aux Herbières. Vers 18h30, un canon du 120e artillerie du major Holland va être pris par les Allemands. Mais il ne va pas être tenu très longtemps. Les Allemands doivent rebrousser chemin. Vers 20h, des renforts allemands ayant contourné la ligne de front de plus de 15 km en amont et en aval du canal arrivent de Mayette, Wamuel. Ils s'accrochent très vite aux Britanniques qui défendent Saint-Guilain et doivent reculer. Vers 21h30, les troupes britanniques défendant le canal reçoivent l'ordre de se retirer et de faire sauter les ponts. En début de soirée, les canons allemands plus proches occasionnèrent des dégâts à l'église, l'hôtel de ville et quelques maisons. 21h55. Après avoir détruit tous les points lumineux de Saint-Guilain, le 1er bataillon Royal West Kent se retire vers Wam. Les blessés sont embarqués à la gare de Saint-Guilain. Saint-Guilain est plongé
dans l'obscurité. Vers minuit, les Allemands, ne sachant pas ce qui se passe de l'autre côté du canal, décident d'attendre le lever du jour. Le 24 matin, après un bombardement de 2 heures, les Allemands entrèrent dans la ville, convaincus que les Anglais avaient quitté leur position. À Mons, les combats de la nuit du 23 au 24 août ont donné naissance à la célèbre légende des anges de Mons. À moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène météorologique, ou d'ombres et de reflets dans les nuages, créés par les projecteurs fouillant le ciel à la recherche de quelques éplats arrivés en appui. Curieusement, le LZ-25 se trouvait le lendemain au-dessus de Montbeur.